Bonsoir. Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 12. Moins il y en aura, mieux ce sera. On ne sait pas encore si le Tour de France aura lieu ou pas, mais le Tour de Monaco, lui, est lancé depuis la Tour Odéon, qui plus est. Pendant cette période de confinement, des femmes enceintes attendent leur bébé et de jeunes mamans s'occupent de leurs nourrissons grâce à l'aide de sages-femmes, héroïnes du quotidien. J'entame ma journée de visite à domicile des jeunes accouchés, des jeunes mamans et de leurs petits bébés. C'est parti! Le coronavirus présente-t-il un danger particulier pour les femmes enceintes ? Dans quelles conditions vont-elles accoucher dans ce contexte de réorganisation des soins de santé ? Certaines maternités en France ont décidé d'interdire aux papas d'assister à l'accouchement pour éviter tout risque de contamination. Qu'en est-il à Monaco ? Nous serons en duplex avec le professeur Carbone, chef du service gynécologie de l'hôpital Princesse Grasse. Mais tout de suite, le point info avec Alexandra Pagny. Bonsoir. Bonsoir Yann Anthony, je vous propose d'ouvrir ce point d'information avec de jolies illustrations de la principauté de nuit, parce qu'il est important de parler aussi des rendez-vous qui ont tout de même pu être maintenus malgré la crise sanitaire. Samedi soir avait lieu l'Earth Hour. Depuis 2007, le WWF invite la population à éteindre ses lumières durant 1 heure, un petit geste pour prendre conscience de l'impact des actions collectives sur la protection de la planète. 188 pays se sont engagés à éteindre leurs monuments emblématiques en signe de soutien. Et comme vous pouvez le voir, la principauté a joué le jeu cette année encore. Je vous rappelle qu'au quotidien, éteindre ses appareils électroniques et débrancher ses chargeurs non utilisés permet de réduire notre consommation d'énergie. Utilisez donc cette période de confinement pour changer vos habitudes. Et je profite encore une fois de ce point info pour vous rappeler l'adresse du site internet lancé par le gouvernement pour répondre à toutes les questions de la population sur le Covid-19. L'adresse est simple, www.covid19.mc. N'hésitez pas à y faire un tour. Merci Alexandra. Donner la vie au beau milieu d'une crise sanitaire, qu'est-ce que cela implique ? Direction à présent le CHPG où nous attend Bruno Carbone, le chef du service gynécologie. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vous avoue, la question est d'autant plus intéressante que autour de moi, j'ai des femmes enceintes qui sont particulièrement inquiètes, qui se demandent si le coronavirus présente un danger particulier pour elles et pour le bébé. Peut-être que vous pouvez leur apporter une réponse. Alors oui, il y a un certain nombre d'informations qu'on a prises de l'expérience, en particulier de Chine. Il y a quelques publications. Alors les données arrivent petit à petit, mais les premières informations qu'on a eues, c'est que le virus ne serait pas plus dangereux pour les femmes enceintes que pour les personnes en dehors de la grossesse. Alors je vais y revenir un petit peu plus loin parce que ça a un petit peu évolué quand même. Une information très 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 importante, c'est que le virus ne se transmet pas au bébé à travers le placenta. Donc ça, c'est un point fondamental. Il y a très peu de passage du virus dans le sang maternel, donc très peu à travers le placenta. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'infection du nouveau-né par voie transplacentaire. Donc ça, c'est un point très important. En revanche, les données qui sont un petit peu plus récentes, en particulier qui viennent de l'expérience de nos collègues de la région de Strasbourg et de la région parisienne, c'est qu'il y a des formes graves qui peuvent arriver chez les femmes enceintes. C'est très rare. L'immense majorité des femmes enceintes feront des formes bénignes, mais il y a quelques formes graves qui peuvent nécessiter des soins intensifs. Est-ce que les femmes enceintes doivent, de ce fait, prendre des précautions particulières en ce moment ? Alors, je crois que les précautions pour les femmes enceintes, c'est exactement les mêmes que pour le reste de la population. C'est le confinement. Et on voit que malheureusement, le confinement n'est pas toujours parfaitement suivi, mais je crois que les femmes enceintes, elles ont une motivation particulière pour suivre à la lettre ces consignes. Et que, voilà, de ce que je peux voir, les femmes enceintes sont très, très rigoureuses sur le confinement. Et je dirais que le confinement, il doit être aussi intrafamilial parce qu'on sait qu'à l'intérieur d'un foyer, souvent, on est un petit peu moins attentif à la protection vis-à-vis de l'entourage proche. Là, il faut, y compris vis-à-vis du partenaire des premiers enfants, être très très attentif parce qu'il peut y avoir des transmissions intrafamiliales aussi. Donc il faut respecter ce confinement vraiment rigoureusement. Vous sentez une vraie inquiétude de la part de vos patientes ?
Oui, très clairement, on a beaucoup de questions, d'interrogations, beaucoup de craintes. Et voilà, la particularité de la maternité, c'est que contrairement à certaines interventions chirurgicales qu'on peut reporter, là, voilà, on sait qu'on va être obligé d'accoucher dans des délais relativement brefs. Pour éviter toute contamination, certaines maternités ont pris une mesure qu'on pourrait qualifier de radicale. Alors déjà, au CHPG, on sait que les visites ne sont plus autorisées, mais certaines maternités, notamment en France, ont décidé de ne plus autoriser le papa ou le conjoint à assister à l'accouchement. Ça veut dire que le papa dépose sa femme, sa conjointe, sur le parking de la maternité et revient 2 jours plus tard pour la chercher. Alors, c'est vrai que c'est une mesure qui est assez radicale et c'est une mesure qu'on n'a pas décidé d'appliquer au CHPG. Alors, c'est pas parce qu'on est plus négligent ou plus imprudent, parce que les conditions dans lesquelles on le fait sont des conditions extrêmement strictes. Ça fait déjà 3 semaines maintenant que seuls les papas sont autorisés à rendre visite aux femmes accouchées. Et les mesures se sont un petit peu durcies encore, c'est-à-dire que l'application de cette visite du partenaire, elle est dans des conditions très 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 strictes. La première, c'est que le partenaire qui vient accompagner sa compagne pour l'accouchement est confiné. Le confinement existe à l'intérieur de la maternité, dans la salle où se trouve sa compagne. Donc pendant toute la période du travail et de l'accouchement, le conjoint ne va pas aller et venir dans les parties communes du service, aller acheter un sandwich, aller fumer, revenir. Il va être dans la chambre avec son épouse et les deux seront porteurs de masque parce qu'il n'est bien sûr pas question de faire prendre de risques à la future maman, ni au conjoint, ni au personnel qui accompagne les couples. Et une fois que l'accouchement aura eu lieu, les mêmes conditions s'appliquent dans la période des suites de couches, c'est-à-dire que la femme va être dans sa chambre de suite de couches et le conjoint sera autorisé à venir. Il y a une seule entrée, une seule sortie dans la journée, c'est-à-dire que le conjoint ne va pas repasser à la maison chercher des choses ou aller se faire livrer des sushis ou aller fumer une cigarette. Il est dans la chambre de sa compagne et il n'en sortira qu'au moment où il quitte le service. Un autre point très important, c'est qu'on a dans le service des chambres à 2 lits et qu'actuellement on a modifié notre organisation afin que les patientes restent le plus le moins longtemps possible à la maternité, qu'elles retournent très vite à la maison, généralement au deuxième, au plus tard au troisième jour, mais le plus possible au deuxième jour après l'accouchement, ce qui nous permet de ne pas avoir du tout de femmes qui partagent une même chambre. Vous avez combien de naissances prévues dans les 6 semaines à venir? Alors, grosso modo, il y a en moyenne de l'ordre d'une vingtaine, 20-25 naissances par semaine. Et avec le même nombre prévu dans les semaines à venir que d'habitude. Il y a des grosses fluctuations d'une semaine à l'autre, en fait, hein, parce que notre activité, elle n'est pas programmable, donc on ne peut pas modifier le cours des choses. Et donc, on n'est pas à l'abri d'un pic d'accouchement dans les semaines qui viennent. Et donc, on sera d'autant plus, je dirais, réactif pour essayer de faire sortir les patientes, ce qui nécessite une prise en charge à domicile de ces femmes qui sortent rapidement et de leur bébé surtout, hein, pour surveiller la prise de poids du bébé. Donc, on a un réseau de sages-femmes. Il y a une sage-femme du CHPG qui fait des visites à domicile, une sage-femme libérale à Monaco, et puis dans les villes avoisinantes, il y a tout le réseau des sages-femmes libérales qui vont faire le suivi des femmes accouchées avec leur bébé. Et ça, c'est très important pour que le séjour en maternité soit le plus court possible. Juste dernière question, professeur Carbone, merci beaucoup de nous accorder ce temps. Dans quelle mesure votre service s'est-il réorganisé? Est-ce que vous faites partie de l'effort de guerre également face à l'afflux de malades auxquels le CHPG pourrait devoir faire face dans les prochaines semaines? Je crois qu'on peut dire qu'il va faire face, c'est à peu près une certitude. Si vous voulez, vous avez, je pense, eu connaissance de la réorganisation au sein de l'hôpital avec des circuits dédiés aux patients suspects ou atteints de Covid. Au sein de la maternité, il y a aussi un circuit dédié avec des chambres, une salle d'accouchement dédiée au cas où on aurait une femme enceinte Covid positive et dans le secteur d'hospitalisation de la même manière avec une possibilité d'étendre ce secteur à 2 ou 3 chambres si nécessaire. Donc dans une partie confinée du service, avec un personnel qui sera également dédié et limité, restreint je dirais en nombre,
pour s'occuper de ces patientes et éviter la multiplication des contacts avec les patientes potentiellement Covid. C'est très clair, je vois que vous êtes préparé autant qu'on peut l'être. En tout cas, c'est très rassurant. Merci, professeur Carbone, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous. Allez, c'est parti pour les infos pratiques avec Alexandra Pani. La météo clémente de ce week-end ne doit pas nous faire oublier les mesures de restriction en vigueur. Je profite donc de ce point info pratique, Yann Anthony, pour rappeler que pour l'heure, les marchés sont encore ouverts en principauté et le maintien de leur ouverture ne sera possible que si l'ensemble de la population respecte les règles instaurées, qui se résument en quelques points: s'y rendre seul, respecter les distances de sécurité et le parcours mis en place. Je vous rappelle qu'un service de commande et de livraison a été instauré pour vous aider à limiter vos déplacements. Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la mairie de Monaco ou leur page Facebook. Ce point info pratique, c'est aussi l'occasion de vous partager de belles initiatives pour occuper vos journées. Le musée océanographique rencontre toujours beaucoup de succès auprès des enfants et c'est souvent l'occasion d'une belle sortie en famille. Pendant le confinement, les équipes du musée ont donc eu l'idée de vous proposer une visite virtuelle depuis votre salon. Il suffit de vous rendre sur le site internet indiqué à l'écran pour déambuler dans les allées, le grand hall, le bassin caresse ou encore les aquariums. De quoi faire une pause sympathique et pédagogique entre deux devoirs. Merci Alexandra. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il n'y en a que pour le Covid-19. C'est parti pour le best-of des réseaux sociaux. Dis, ça fait combien de temps? 3 semaines à peine, et pourtant ça me paraît 100 ans. Et reste à la maison, même s'il y a le printemps qui chante. Reste à la maison, même s'il y a le printemps qui chante. Alors cette semaine d'émission spéciale fut intense, très riche en témoignages, à commencer par celui du souverain confiné dans ses appartements privés du Palais. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Yann Anthony. Comment allez-vous? Ben écoutez, ça va pas trop mal. Je commence à voir le bout du tunnel. Bon, j'ai encore un petit peu de tout, mais j'ai plus de fièvre et tous les autres paramètres sont bons, donc voilà, on prend ça au jour le jour, mais j'ai bon espoir que la quatorzaine sera bientôt finie. Bon, en tout cas, vous avez une bonne voix. Votre pneumonie de 2018 était un motif d'inquiétude, j'imagine? Ah bah bien sûr, quand on a une sensibilité au niveau des poumons, comme je l'ai, et d'autres personnes d'ailleurs sont dans le même cas. Et bien sûr qu'il y a une petite inquiétude supplémentaire parce que ce Covid-19 n'est pas du tout anodin. Bien sûr, quand on a des symptômes assez légers, on a de très bonnes chances de ne pas avoir de complications, mais il faut quand même être surveillé, il faut se surveiller, mais il faut bien sûr avoir une communication constante avec son ou ses médecins pour pouvoir bien surveiller la situation. Je pense qu'au lieu de réprimer ou d'imposer des sanctions ou des restrictions, il faut amener tout le monde d'abord à bien identifier la gravité de la situation et puis aussi à accepter les mesures qu'on leur suggère et puis après qu'on leur impose. Mais je pense que c'est bien sûr par la communication, et les médias sont très très importants pour cela et je vous en remercie,
et puis non seulement d'adopter les gestes les gestes barrières, mais les gestes qui peuvent sauver, qui peuvent prévenir la plus grande propagation de cette pandémie. Et puis, écoutez, et puis aussi, je voulais que tout le monde sache que nos services de santé, que nos soignants sont là, sont compétents et ne ménagent pas leurs efforts comme ils le font ailleurs dans d'autres pays, bien sûr, mais il faut les soutenir. Et quelle meilleure façon de les soutenir, non seulement que de les applaudir le soir aussi, puisque je sais que ça arrive aussi, mais aussi de rester chez soi. Tous les casinos du groupe sont fermés, les bars, les restaurants, la plupart des hôtels. Il n'y a que l'hôtel de Paris et le Monte Carlo Bay qui sont encore ouverts essentiellement pour les clients résidents. La SBM avait-elle déjà connu une telle situation ? À l'hôtel de Paris, qui est le dernier établissement, le seul établissement ouvert, les règles sont les suivantes. Premièrement, nous prenons la température de tous les clients quand ils sortent de l'hôtel et quand ils reviennent à l'hôtel. Pour ce qui est du personnel sur place, il est doté de masques, en espérant qu'on continue à en avoir. Et on leur demande bien entendu de respecter toutes les distances réglementaires. Donc l'ordre de grandeur, c'est 90% de CTTR, et 274 personnes à aujourd'hui en télétravail. Il y a une vraie solidarité, il y a un vrai esprit d'équipe, et la maison tient le coup dans des circonstances extrêmement difficiles. Enfin, juste pour qu'on se comprenne, on a perdu 92% de notre chiffre d'affaires. Hein. Il nous reste quelques loyers, tout le reste, il n'y a plus de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que la société passe par des moments très difficiles, mais l'ensemble du personnel est très très soudé et vraiment exemplaire. Là, on sent, quand on vous écoute, Benoît de Sèvelinges, que c'est le calme avant la tempête. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez vraiment eu le temps de bien vous préparer, de réorganiser le CHPG. Qu'en est-il d'un point de vue psychologique ? Parce que ça va être très difficile à la fois pour les patients, pour leurs familles et pour le personnel. Les semaines à venir risquent d'être très difficiles. Tout à fait. Alors, au sein de l'hôpital, je vous avoue qu'en ce moment, l'ambiance est un petit peu lourde, dans la mesure où on a passé beaucoup de temps à se préparer. On a tous travaillé comme des fous pour réussir à changer complètement l'organisation de l'hôpital, à réinventer nos modes de prise en charge. Et là, on attend. Donc, l'attente, par essence, elle est un petit peu difficile. On a une participation qui est collective, c'est-à-dire que les équipes de santé mentale se sont posées en disant comment est-ce que nous on peut aider. Les équipes de soins palliatifs ont fait la même chose et le comité d'éthique de l'établissement s'est mobilisé également. Donc on va avoir un dispositif d'accompagnement des familles, des patients et des personnels sur le plan psychiatrique et éthique, sur le plan psychologique. Je vais vous donner un exemple. Alors, psychologique et psychiatrique, je comprends. Éthique, ça veut dire quoi ? Alors, on va devoir être amené à faire un certain choix dans l'intensité de la prise en charge qu'on va amener. D'accord. Est-ce que tel patient va être amené en réanimation ou pas ? Est-ce qu'on va aller sur tel traitement pour tel patient ou pas ? C'est difficile de faire ces choix-là quand on est dans l'urgence et dans l'action. Or, c'est la situation que l'on redoute. Donc, des équipes qui ne sont pas impliquées directement dans les soins se sont mises à disposition pour pouvoir être en appui et en conseil. Donc, ils vont être en accompagnement des équipes dans leur choix, mais ils vont être également dans l'accompagnement des familles, dans les fins de vie, il faut en parler, dans leur souffrance et dans le deuil qui peut être réalisé aussi auprès des soignants. Parce que dans un hôpital, ce qu'on veut faire, c'est soigner. Donc, l'apport des équipes psychiatriques et éthiques sur le plan santé mentale va être essentiel, à la fois pour les patients que l'on va soigner et leurs familles, et pour le personnel. Et pour vous donner une idée, actuellement, les patients qui sont hospitalisés dans l'unité dédiée bénéficient de consultations par un psychiatre et de téléconsultations pour les aider à passer cette période qui est difficile. Ils sont seuls dans leur chambre et ils sont malades. L'heure n'est pas au débat, qu'il soit politique ou politicien. Le prince dit « l'heure n'est pas au débat ». Or, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui veut se retrouver dans le cockpit.
Nous voulons tout simplement, c'est la raison de notre lettre ouverte au prince souverain, nous voulons et nous demandons l'unité et l'union nationale. Elle existe, je le répète, entre tous les élus des Monégasques, entre les Monégasques et les résidents. Elle doit exister aussi entre le gouvernement princier et le Conseil national. Or, depuis le début de cette crise, ce qui fait la force de nos institutions, c'est-à-dire les échanges, mais qui existent tout au long de l'année depuis toujours en temps de paix. Il y a des comités mixtes pour la SBM, il y a des comités, donc gouvernement, Conseil national, pour la gestion des services publics, des concessions de services publics, pour le logement, etc., etc. C'est ce qui fait la force de la monarchie constitutionnelle. Ce sont ces échanges, mais chacun à sa place. Tous les élus qui viennent de signer le courrier unanimement disent tous la même chose. Nous sommes attachés profondément à la personne du prince, notre chef d'État. Nous sommes profondément attachés aux institutions et au rôle de chacun. Donc c'est très clair, aucune volonté de cogestion chez nous. C'est au gouvernement et à lui seul, qui a le pouvoir exécutif, de gérer et de mettre en œuvre les mesures pour faire face à cette crise. Nous voulons l'unité des institutions, nous voulons travailler ensemble. C'est une évidence que s'il existe un Conseil national depuis 1911, dont les pouvoirs ont été renforcés en 1962 et encore en 2004 avant l'entrée au Conseil de l'Europe, c'est parce que les Monégasques et leurs élus, évidemment, doivent aussi s'exprimer, doivent aussi être entendus dans le jeu institutionnel. Je le répète, chacun son rôle. Le gouvernement doit mettre en œuvre les mesures. On ne veut absolument pas le remplacer ou être dans la cogestion. Nous voulons l'unité. Nous voulons travailler ensemble pour le bien de notre pays, de ses habitants et de nos entreprises et de l'économie de Monaco. La raison pour laquelle les chantiers publics ont été stoppés, c'est pour des questions sanitaires et aussi en raison des troubles sonores pour les riverains, parce que demander aux gens de vivre chez eux, d'être confinés chez eux et en plus de subir les travaux toute la journée, c'était juste pas possible? Je pense qu'il faut faire la distinction entre deux choses. Ce qui est autorisé et quelle est la réalité. D'accord. À Monaco, la décision qui a été prise par le souverain, c'est d'arrêter tout chantier public, en effet, et de maintenir en activité les chantiers privés. En tout cas, de laisser la possibilité. Je suis un patron responsable. Je sais la responsabilité que j'ai vis-à-vis des 800 familles qui comptent sur moi. Et je sais surtout que si je ne me mets pas à produire, je vais rendre encore plus difficile la machine économique lorsqu'il s'agira de se remettre en route. Et la machine économique monégasque, il ne faut pas penser qu'elle soit si robuste. Et cet arrêt brutal qu'on vit actuellement va laisser des traces. Si je peux me permettre de ne pas être celui qui va laisser des traces, ce sera bien. Moi, je pense que je suis plus courageux là où vous me voyez sur mon chantier avec mon personnel qu'à ma maison de campagne. Quand je vous disais que la semaine avait été intense et riche en témoignages. Un grand bravo à Geneviève Berthy et à ses équipes sur le pont, matin, midi, soir, semaine et week-end, pour rendre cette émission spéciale possible dans des conditions totalement inédites. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info. Et je joue pas. Et donc voilà. Voilà. Allez. 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 Attention, restez